Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexe mais pas comme à la télé. Aujourd'hui, on va aborder un sujet un petit peu sensible. On va parler de comment retrouver une sexualité après des violences sexuelles. Alors, tout d'abord, je vais vous prévenir que cet épisode peut être un petit peu déclencheur pour vous. Si jamais vous avez connu des violences sexuelles ou des personnes dans votre entourage, ou si c'est un sujet qui est sensible. Donc, la première chose que je vous invite à faire, c'est de vérifier dans votre corps que vous êtes bien ressourcé pour écouter cet épisode. Donc, si vous avez besoin de prendre un temps, de vous poser, voilà, de savoir que vous avez la capacité dans votre système nerveux d'entendre ce que j'ai à partager, c'est super. Je ne vais pas décrire de situation de viol. Je vais surtout partager des conseils pour aller mieux après une agression sexuelle ou un viol. Le mot viol lui-même peut être déclencheur. Donc si déjà quand je vous en parle, vous sentez que dans votre corps c'est pas très confortable, je vous invite à prendre 3 belles respirations, à vous sentir connecté à la terre, connecté à la gravité, peut-être vous connecter à une source de nature qui vous rassure et vraiment vérifier que voilà, c'est ok pour vous d'écouter. D'ailleurs, on va faire une toute petite méditation à deux. À deux. En tout cas, entre moi et vous. Donc, si vous ne conduisez pas, je vous invite à fermer les yeux. Si vous conduisez, gardez les yeux ouverts. Et je vous invite à juste prendre une belle inspiration et une belle expiration. Donc, à l'inspire, vous comptez 4. 1, 2, 3, 4. Et à l'expire, vous comptez 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On le fait encore une fois. Inspire. 1, 2, 3, 4. Et expire. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, je vous invite à vous remémorer un bon souvenir. Un souvenir qui vous apporte de la joie, qui vous fait vous sentir bien, qui vous fait vous sentir détendu. Donc prenez juste quelques secondes pour vous rappeler de ce souvenir et voir ce que ça fait dans votre corps d'y repenser. Donc peut-être que c'est joyeux, c'est pétillant, peut-être que c'est apaisant, peut-être que c'est un moment de connexion avec d'autres personnes. Juste prenez quelques secondes pour vous connecter à cette sensation et à ce souvenir très positif pour vous. Et maintenant, je vous invite à juste imaginer la pesanteur sur vos épaules, la pesanteur sur votre poitrine, sur vos cuisses, qui vous fait réaliser que vous êtes bien ici, vous êtes bien maintenant, vous êtes bien là, vous êtes en sécurité, tout va bien se passer. À tout moment, vous pouvez faire pause sur cet enregistrement si ça vous déclenche. C'est à votre rythme et j'espère qu'il vous fera beaucoup de bien. Et voilà, nous sommes partis pour démarrer sur ce sujet et je vais faire ce podcast en 2 parties. Dans la première partie, je vais vous partager mes pistes sur comment vous sentir mieux dans votre corps, mieux dans votre sexualité après une agression. Et dans la deuxième partie, je vais répondre à des questions qui m'ont été posées sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite à le faire, notamment à suivre mes stories, parce que c'est là où je publie le plus et je publie tous les jours.
Je partage des choses un petit peu tous les jours, je partage un petit peu de ma vie, je partage mes réflexions, je partage des ressources. Donc si vous ne suivez pas encore mes stories, je vous invite vraiment à le faire. Et voilà. Et justement, c'était en réponse à une de mes stories qu'une personne m'a écrit. Et elle m'a posé exactement cette question. Comment retrouver une sexualité après une agression sexuelle? Et je me suis dit, tiens, c'est fou que j'ai jamais fait de podcast sur ça parce que c'est un petit peu le cœur de mon métier. Et je lui ai promis que je ferai un épisode. Donc voilà. J'espère que cet épisode sera une ressource pour vous. Si vous avez vécu une agression, malheureusement, c'est trop courant. Une femme sur 3 ou sur 4, ça dépend des stats, a été agressée sexuellement. Et de nombreuses ne portent jamais plainte, de nombreuses ne sont jamais entendues. Et la prise en charge, elle est vraiment pas super, quoi. Donc j'espère qu'en écoutant cet épisode, vous allez trouver le chemin pour vous sentir mieux, pour vous sentir bien. Et des pistes qui sont peut-être différentes de celles que vous avez vues en général. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de vous rappeler un petit peu mon travail, qui je suis. Donc je suis coach en sexualité, donc ça vous savez à force d'avoir écouté plein d'épisodes, mais je suis aussi coach en résolution des traumas. La plupart de mes clientes qui viennent pour un accompagnement long en sexualité, notamment dans un de mes programmes, viennent parce qu'elles ont connu des agressions. J'aurais aimé que ce soit moins courant, mais malheureusement c'est tellement courant que ça fend le cœur, quoi. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que je suis très heureuse de faire ce travail parce que j'ai la possibilité d'accompagner des personnes qui peut-être étaient un peu perdues, qui ont souffert, qui ont vu leurs limites dépassées, à se sentir mieux, à se reconnecter à leur corps, à se sentir plus en phase avec qui elles sont et à ne pas laisser le trauma les définir, parce que parfois c'est ça, une fois qu'une chose comme ça nous est arrivée, c'est comme si notre vie se séparait un peu en deux, et à l'avant et à l'après on se demande comment on pourra de nouveau retrouver la joie. Et moi j'adore mon travail parce que je vois la transformation que ça fait, je vois à quel point on peut passer de la douleur, la confusion et tellement d'autres émotions denses à la joie, à la légèreté, le plaisir, à la possibilité d'avoir une belle relation, une belle sexualité, à se sentir bien dans sa peau malgré ce qui s'est passé. Et voilà. Et je suis tellement désolée s'il y en a parmi vous qui écoutent ce podcast et qui ont vu leurs limites dépasser, qui ont été agressés. Si j'avais un pouvoir magique, ce serait que ça n'existe plus sur Terre. Sincèrement, je trouve absolument aberrant. Mais le monde patriarcal dans lequel on vit, malheureusement, entretient un petit peu ça. Et voilà, donc je fais ma part. Et j'espère vous donner des conseils qui vont vous faire du bien. Donc installez-vous confortablement, on va commencer. Alors, il y a 2 pistes sur lesquelles je vais vous emmener là, parce que comme vous pouvez l'imaginer, se sentir mieux après un trauma ou une agression, c'est un processus qui est potentiellement long. Et donc, je veux vous donner des choses que vous pouvez appliquer, et au fur et à mesure dans ce podcast, vous aurez encore des ressources. J'en partagerai au fil du temps. Mais il y a 2 choses sur lesquelles j'ai envie qu'on se focalise avant de répondre aux questions. C'est la notion de réparation de limites et d'accéder de nouveau au plaisir. Quand on a connu une agression sexuelle, quand on a été agressé sexuellement, qu'on a connu une violence sexuelle, on subit l'un des dépassements de limites les plus forts. On subit un dépassement de limites dans notre corps, dans notre intégrité physique, mais aussi dans notre intimité, dans quelque chose qui a toujours été protégé, sacré, et qui du coup a été compromis. C'est comme si vous étiez un temple et des personnes sont venues de force piller ce que vous aviez. Et vous revenez dans votre temple, vous revenez dans votre maison et il n'y a plus rien. Et ça fond le cœur, quoi. Et donc à la fois vous allez avoir des traces, on va dire, physiques, mais à la fois vous allez avoir des traces mentales, mais aussi dans l'essence un petit peu de qui vous êtes. C'est comme s'il y avait des petits creux qui allaient se former quand des limites ont été dépassées, et c'est comme si il y avait eu comment on peut dire ça, une brèche en fait, qui fait que mon système nerveux n'est pas aussi en sécurité qu'avant. Et donc l'impact, il est multiple, il est profond, il va vous affecter vous,
il va affecter les relations avec les autres, il va affecter votre confiance en vous, votre confiance en les autres, et même vos ressentis corporels, parce qu'un dépassement de limite comme ça, peu importe comment on arrive à le dépasser après, on peut tenir le coup, se sentir forte, y arriver, etc., va laisser des traces sur le corps, va laisser des micro-lésions, des micro-blocages, des micro-tensions qui font que c'est plus difficile de s'ouvrir et de se détendre. Après, la bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça peut se soigner. Donc, rien n'est une fatalité. C'est juste, il y a un dépassement de limite et ce qu'on va faire, c'est ce que j'appelle une réparation de limites. Et c'est ça dont je vais vous parler en premier. Comment je répare mes limites quand elles ont été dépassées. Voici ce qui peut se passer souvent et que je vois avec des clientes qui ont connu des dépassements de limites. Ça va développer une certaine hypervigilance, donc on va avoir ce qu'on appelle une hyperréaction du système nerveux. Notre système nerveux va poser des limites très fortes. Il va se dire, ok, mes limites ont été dépassées, je vais poser des limites hyper fortes, je vais être en hyper rigidité de mes limites. Qu'est-ce que ça peut donner comme résultat ? Ça peut faire que j'ai du mal à avoir du désir sexuel, je ne veux pas qu'on me touche. Ça peut être que la pénétration c'est impossible pour moi, soit peut-être même je peux développer un vaginisme ou juste ce n'est pas possible pour moi d'accepter d'être pénétrée par quoi que ce soit. Ça peut être que je n'arrive pas à rentrer en relation avec quelqu'un parce que j'ai trop peur. Et le pendant de ça, c'est que quand on a nos limites hyper rigides, souvent, c'est que parfois on va passer dans la réaction inverse qui est une hyporéaction. Donc c'est un petit peu quand on va, hyper c'est quand on va vers le haut, hypo c'est quand on va vers le bas. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que parfois on va relâcher nos limites. On va peut-être faire l'amour, mais sans en avoir vraiment envie. Mais on se dit, bon, à force d'avoir posé mes limites dures, maintenant je dois relâcher un peu. On va se forcer à faire des choses en général dans notre vie qu'on n'a pas envie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a un dépassement de limite, notre oui et notre non sont compromis. Notre corps ne sait plus faire confiance au oui et au non. Parce qu'il a dit non et ça s'est fait quand même. Vous voyez ? Donc c'est comme s'il fallait le rassurer de nouveau que son oui et son non ont de la valeur. Donc par exemple, quand j'ai une cliente... y a une chose qui se passe parfois avec mes clientes, c'est que elles vont dire en fait je ressens du désir sexuel mais j'ose pas le dire parce que j'ai peur que ça aille plus loin que ce que je voudrais. Pourquoi ? Parce qu'en fait mon oui, ok j'ai un oui au début mais il est pas très franc parce que j'ai peur que mon non ne soit pas respecté. Et c'est pas forcément conscient, hein. On peut avoir le meilleur partenaire du monde, la personne la plus bienveillante et tout, ça change pas le fait que on est un petit peu... Notre corps n'est pas à l'aise avec le oui et le non. Vu que ça n'a pas été respecté puisqu'une limite a été dépassée, il doit réapprendre en fait que oui, le oui c'est un vrai oui et que le non c'est un vrai non. Et donc on va commencer à réparer les limites, comme si on réparait nos barrières. Et une bonne limite, c'est une limite qui laisse passer ce qui est bon et qui ne laisse pas passer ce qui n'est pas bon. Et pour avoir un lien avec quelqu'un, une sexualité renouvelée, c'est important d'avoir les deux. Il faut que la limite soit semi-perméable. C'est comme ça qu'on l'appelle. Donc semi-perméable, ça veut dire qu'elle laisse passer ce qui est bon, qu'elle ne laisse pas passer ce qui n'est pas bon. Mais vous comprenez que quand on a été agressé, c'est hyper difficile d'évaluer qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce que je laisse passer, qu'est-ce que je ne laisse pas passer, est-ce que là j'ai laissé trop passer, est-ce que je laisse pas assez passer, etc. Et c'est là qu'on rentre dans le processus de réparation de limites. Donc voici 2 façons que vous avez de réparer les limites. Avant même d'envisager avoir une sexualité, ça dépend vraiment où vous en êtes, hein, et ça peut être plus ou moins tôt après une agression, ça peut être des mois après, des années après. Je dirais que si c'est quelques jours après, le plus important c'est d'apaiser votre système nerveux et de vous sentir en sécurité. Donc idéalement d'avoir des personnes qui vous entourent et qui vous font vous sentir en sécurité parce que à ce moment-là, vous êtes hyper vulnérable, vous avez tout, c'est compliqué, c'est dur. Donc je parle pas là de prise en charge rapide et à court terme. Je parle plutôt de soins à moyen terme. Et donc voici quelques pistes pour réparer les limites. La première chose, c'est un exercice que je donne à toutes mes clientes et que du coup je vous donne aussi, c'est de pratiquer le consentement au millimètre.
Votre corps doit réapprendre à dire oui et non, mais surtout réapprendre que son oui et son non sera respecté. Parce que c'est ça en fait qui est incongruent quand on a été agressé, c'est qu'on a dit non et ça n'a pas été respecté. Ou notre corps a dit non, même si on ne l'a pas exprimé avec la voix, et ça n'a pas été respecté. Du coup, il a un petit peu pas confiance. Et donc l'idée, c'est de retrouver la confiance dans le oui et dans le non. Et ce qu'on va faire, c'est un premier exercice que j'appelle le consentement au millimètre. Et ce consentement au millimètre, on va le faire comme ça. Donc, imaginez, voilà, vous avez eu votre agression il y a quelques mois, il y a quelques années, et vous voulez retrouver un lien intime avec quelqu'un. L'idée, ce serait d'y aller vraiment doucement, d'y aller vraiment par étapes, et de reprogrammer le oui et le non dans le corps. Par exemple, ça peut être, vous demandez à la personne, ok, on va faire le consentement au millimètre, et chaque étape, la personne vous demande votre permission et vous dites oui ou non selon ce que dit votre corps. Par exemple, ça peut être, est-ce que je peux te toucher les cheveux ? Oui, non. Si c'est oui, je le fais. Si c'est non, ce non doit être respecté. Il faut le faire avec un partenaire qui respecte votre consentement, mais à 100%. Sinon, après, ça peut être, est-ce que je peux te caresser le visage ? Oui, non. Est-ce que je peux t'embrasser ? Oui, non. Est-ce que je peux t'embrasser le cou ? Oui, non. Et en fait, vous avancez doucement au fur et à mesure et votre corps va apprendre à se détendre dans son oui et se détendre dans son non. Il va se dire, c'est ok que j'ai du désir et donc c'est ok que je rentre en interaction avec cette personne et si je n'ai plus envie, eh bien ce sera ok que je dise non. Et ça va apaiser votre système nerveux et commencer à réparer vos limites. Peu à peu, on va se dire, waouh, j'ai dit oui et j'ai eu exactement ce que je voulais, ni plus ni moins, et j'ai dit non et ça s'est retiré. Magnifique. Donc ça, c'est un premier exercice de réparation de limites. L'essentiel, c'est de refaire confiance au corps et que votre corps vous refasse confiance. C'est vraiment ça, l'essentiel de cet exercice. Et donc, on va pas se forcer, on va pas pousser, on va pas faire des choses pour lesquelles il n'est pas prêt. On va vraiment y aller hyper doucement. Douceur, 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 mais à 1000%. Un autre exercice qui va vous aider par rapport aux limites, c'est si vous sentez que vous avez exprimé un non qui n'a pas été respecté, ou que vous vouliez dire un non et que vous n'avez pas su l'exprimer, il y a un exercice que vous pouvez faire, alors ça peut être plus ou moins confrontant, donc faites-le en étant bien ressourcé, c'est de vous mettre face à un mur et de pousser en disant non, comme si vous repoussiez quelqu'un de votre maison. Et vous dites non, 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 et vous poussez le mur. Vous mettez un pied en avant, un pied en arrière, vous mettez toute votre force et vous poussez le mur. Vous pouvez aussi faire ça avec une personne, avec un ou une partenaire. Vous prenez les mains et la personne se tient solide et vous la repoussez et vous criez non, non, non. Ce que ça fait, c'est que votre cerveau ne connaît pas le passé, le présent et le futur. Et donc c'est comme si c'est comme si on lui donnait l'information que tu vois, tu as pu dire non. Tu as pu le faire. Tu l'as fait. Et votre système nerveux va s'apaiser aussi parce qu'il va se dire « Oui, ok, j'ai protégé mon temple, je me suis protégée, j'ai dit non. » Peu importe ce qui s'est passé dans les faits, il va recevoir l'information, une nouvelle information, une nouvelle histoire. J'ai dit non, mon corps a dit non, regarde, j'ai dit non. Donc vous poussez le mur, vous poussez les mains et vous y allez à fond. Un autre exercice qui peut vous aider à réparer les limites, c'est, alors avant de faire tout ça, donc là je vous ai donné des exemples si vous êtes à deux, mais c'est de repérer, en fait, pour des choses de la vie quotidienne, si c'est un oui ou si c'est un non. Un petit exercice comme ça. Par exemple, vous allez acheter une glace et on vous propose noisette, pistache ou fraise. Vous ressentez dans votre corps, est-ce que c'est un oui, est-ce que c'est un non ? Est-ce que c'est un oui ? Est-ce que c'est un non ? Est-ce que c'est un oui ? Est-ce que c'est un non ? Et donc du coup, à chaque fois, vous allez dire pistache, non. Vanille, oui. Noisette, non. Je ne sais plus quel parfum j'ai dit. Mais voilà. Et en fait, votre corps va dire ok. En fait, elle l'entend ou il entend ce que j'ai dit dans mon corps et il l'exprime. Donc c'est vraiment remettre la confiance dans votre corps. Enfin, que votre corps ait de nouveau confiance en vous et que vous ayez de nouveau confiance dans votre corps. Je me répète beaucoup. Mais c'est vraiment pour que voilà, vous compreniez ce que je veux dire parce que ça peut pas être un petit peu abstrait, mais ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'en fait, tout le travail qu'on fait, c'est ce qu'on appelle du travail somatique.
par le corps. Donc par exemple, quand vous faites certaines formes de thérapie, c'est par le cerveau, on discute, c'est cognitif. Là, ce que je vous décris, c'est ce qu'on appelle du somatique, c'est par le corps. Et donc quand on travaille par le corps, on reprogramme nos connexions neuronales, et donc notre corps et notre cerveau vont communiquer et vont associer des nouveaux stimuli à de nouvelles situations. Et là, ce que vous êtes en train de faire, c'est quand mon corps dit non, je dis non. Quand mon corps dit oui, je dis oui. Et quand je dis oui, mon corps dit oui. Et quand je dis non, mon corps dit non. Et vice-versa. Et vous allez commencer à recréer une relation. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le gros du travail qu'on fait en soins des traumas par rapport à un dépassement de limite. C'est une réparation de limite. C'est retrouver cette confiance dans le oui, cette confiance dans le non, bien s'entourer de personnes en qui vous avez confiance et qui respectent vos limites. Et au fur et à mesure après ça, on travaille beaucoup sur les besoins, sur le fait d'honorer ce dont on a besoin, que ça nous nourrisse, etc. Mais là, j'ai focus sur les limites. Et ça, ce que je vous décris là, c'est ce qu'on voit dans le module 2 de mon programme Les 8 portes. Donc si jamais vous êtes intéressé à faire ce travail plus longtemps et en profondeur, l'idéal c'est de rejoindre le programme parce que vous y avez accès sans limite de temps. Vous avez du coaching avec moi chaque semaine. Et si vous avez une problématique comme ça qui a besoin d'être traitée sur la durée, je peux vous accompagner. Mais voilà, déjà j'espère que ce que je vous partage là peut vous aider à mettre en place des petites choses dans votre quotidien et à vraiment vous sentir mieux. Donc ça c'est la première chose, on répare les limites. Après, il n'y a pas d'ordre, mais c'est juste la première chose que je vous partage, c'est qu'on répare les limites. Ensuite, la deuxième chose sur laquelle on va se focaliser, c'est se reconnecter au plaisir. Mais attention, le plaisir peut être déclencheur quand on a connu une agression sexuelle. Ça peut être un trigger. On peut ne pas savoir ce qui fait plaisir ou pas. Enfin, le mot même peut être compliqué. Donc, quand on parle de plaisir, dans ce cadre-là, on ne parle même pas de plaisir sexuel. On va reprendre le principe que j'avais expliqué dans un épisode, d'aller de l'extérieur vers l'intérieur. Avant de même penser à notre corps et du plaisir physique, on va aller loin dans notre environnement et voir qu'est-ce qui me ferait plaisir. Et ça peut être, est-ce que ça me ferait plaisir d'aller faire un peu de shopping, de m'acheter une nouvelle robe? Même ça, peut-être que c'est trop pour l'instant. Peut-être que, est-ce que ça me fait plaisir d'aller voir un ami? Est-ce que ça me fait plaisir de manger cette glace à la noisette? Est-ce que ça me fait plaisir d'aller dans un café? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Est-ce que ce qui me fait plaisir, c'est de regarder Netflix pendant 1 ou 2 heures, juste pour, le temps d'apaiser tout ça? Qu'est-ce qui me ferait plaisir dans la périphérie de mon environnement? Et ça peut être plus ou moins facile, parce qu'en plus, nous sommes dans une société où le plaisir n'est clairement pas ce qui est le plus célébré. Et donc, ça peut prendre un petit peu de temps de se reconnecter à son plaisir, même dans la périphérie, vraiment dans l'environnement de votre vie quotidienne. Qu'est-ce que je peux faire qui me fasse plaisir? Peut-être que dans un premier temps, ça peut être prendre un thé au gingembre et que ce soit hyper bon dans votre bouche. J'adore le thé au gingembre, j'en prends tout le temps. C'est des tisanes en fait. Ou bien, est-ce que c'est prendre un carré de chocolat? Peut-être que c'est mini. Peut-être prendre un verre d'eau glacée, peu importe. Mais c'est reprendre une habitude de se reconnecter au plaisir. Vous pouvez le faire en parallèle de la réparation de limites. Vous pouvez le faire avant, vous pouvez le faire après. Mais en tout cas, essayez doucement de vous demander quel est le plaisir pour moi. Il y a une liste que vous pouvez noter. Liste des choses qui me font du bien, tout simplement. Ou liste des choses qui me font faire... je sais pas comment on décrit ça, c'est un soupir, je sais pas. Mais liste des choses qui sont hyper satisfaisantes pour moi. Et ça peut être mettre mes pieds dans l'herbe, ça peut être caresser mon chien, moi ça peut être lire un bon roman. Vraiment simple dans la périphérie de votre vie. Et puis après, doucement, on se rapproche du corps. Quand on se rapproche du corps, peut-être que c'est là qu'on parle d'acheter la petite robe qu'on aime bien, ou la longue robe. Peut-être que c'est là qu'on se dit, peut-être je vais me faire les ongles, je sais pas. Peut-être que c'est là où on va se focaliser sur voir du monde. On se rapproche de notre monde physique, vraiment notre corps. Et doucement, on commence à se dire, ok, qu'est-ce qui peut me faire plaisir dans tous mes sens? Peut-être en lien avec le toucher,
Voilà, donc peut-être que c'est ce qui me ferait plaisir, c'est un bain. Ce qui me fait plaisir, c'est de passer ma crème doucement sur la peau. Ce qui me ferait plaisir, c'est de la mousse sur moi, je sais pas, me frotter, un massage. Ça déjà, ça peut être un peu déclencheur. C'est pour ça que je dis aller bien de l'extérieur vers l'intérieur. Donc on se rapproche de plus en plus du corps, de sensations corporelles, des cinq sens. De toute façon, toutes les sensations sont corporelles, on est d'accord. Même si vous allez, je sais pas, mettre les pieds dans l'herbe, c'est une sensation corporelle. Mais je veux dire, disons qu'on se rapproche de l'extérieur vers l'intérieur sur des choses de plus en plus sensuelles ou de plus en plus liées à l'intimité. On va pas directement aller dans l'intimité. On va prendre des choses qui ne nous déclenchent pas du tout pour doucement aller vers des choses qui sont un petit peu plus liées à notre corps, notre intimité, notre sensualité. Et seulement là, on va commencer à repenser à qu'est-ce qui me fait plaisir sexuellement. Et ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Peut-être que ce qui vous fait plaisir sexuellement, c'est être embrassé pour l'instant. Peut-être que c'est qu'on vous fasse un câlin. Peut-être que c'est un massage des pieds. C'est ok, c'est sexuel. Voilà, peut-être que pour l'instant, ce qui est ok, c'est d'en parler. C'est d'en discuter. Et peu à peu, on se rapproche du corps. Et là, on peut penser à qu'est-ce qui me fait plaisir sexuellement dans les pratiques, voilà, plus, plus évidentes, plus faciles. Et ça peut être dans un premier temps du sexe non pénétratif parce que l'entrée du vagin représente la porte, entre guillemets. Et donc, faire passer quelque chose par la porte, c'est vraiment qu'on se sent bien au clair dans ses limites, dans son oui et dans son non, alors c'est plus facile. Je ne dis pas que c'est pas possible si vous n'avez pas fait votre réparation limite, hein, mais ce que je veux dire, c'est que travaillez sur le fait, sur votre oui, sur votre non, et sentez à quel moment c'est ok pour vous d'aller à une pénétration, parce que ce n'est pas anodin de passer la porte. Donc ça peut être du sexe non pénétratif au début, et puis après quand vous êtes prête, sexe pénétratif. Mais vous voyez, le point commun de tout ce que je vous dis, c'est qu'il faut y aller doucement. En fait, votre système nerveux a vécu un choc, votre limite a été dépassée, selon comment vous avez été prise en charge ensuite, il y a pu avoir du trauma qui s'est accumulé. Peut-être que vous avez été superbement prise en charge et vous vous êtes senti protégée, relaxée, chouchoutée, auquel cas il y a moins de chances que le trauma s'emmagasine dans le corps. Mais malheureusement, dans notre société, on ne prend pas très bien en charge les personnes qui ont souffert d'agression. Et donc c'est possible que votre corps n'ait pas eu l'occasion de se remettre, en fait, de se sentir bien. Donc là, c'est l'occasion de le chouchouter, de prendre votre temps, d'aller doucement, d'être entendu aussi. Et on dit que le trauma se crée par la relation et se soigne par la relation. Dans tout ce processus, ça peut être bien d'avoir une personne référente qui vous fait vous sentir en sécurité. Ça peut être un ou une partenaire, ça peut être votre meilleur ami, ça peut être votre frère, votre sœur, quelqu'un à qui vous pouvez parler de ce processus de réparation de limites et de reconnexion au plaisir et qui soutient ça pour vous, qui vous montre que c'est ok, qui vous montre que vous êtes en sécurité et que tout va bien se passer. Voilà, c'était les deux choses principales que moi je voulais vous partager. Et maintenant, je vais passer aux questions qui m'ont été posées parce que je trouve qu'elles sont très pertinentes et qu'elles me permettront de vous donner encore plus de ressources. On y va. Alors, c'est parti. Première question. Après avoir subi des violences sexuelles, on a de la culpabilité et de la honte parfois. Comment assumer avoir du désir malgré ces deux sentiments ? Alors, la première chose, c'est la honte. On peut regarder la honte. La honte, c'est un sentiment qui n'est pas un sentiment inné du corps. C'est un sentiment qu'on nous apprend. Les enfants, par exemple, très jeunes, n'ont pas la honte. En général, c'est un sentiment qui est transmis par l'éducation. On te dit ce qui est bon, ce qui est mauvais, et pourquoi tu devrais avoir honte ou pas. Et donc, la honte, c'est un peu se dire je ne suis pas une bonne personne ou je ne suis pas assez bien parce que j'ai vécu ça. Ou je suis sale. Par exemple, ça peut arriver qu'on se sente terriblement sale. Ça peut arriver qu'on se dise mais comment j'ai pu laisser ça arriver ? Ça peut arriver qu'on se dise j'aurais pu faire quelque chose. En fait, on a beaucoup de pensées qui
qui vont nous communiquer qu'on a fait nous quelque chose de mal. Et ça relie avec la culpabilité, mais je parlerai de la culpabilité par ailleurs. Cette honte, on nous l'a projetée. Et la première question à se poser avec la honte, c'est qui m'a appris ça? Qui m'a transmis ça? Qui m'a fait croire que être agressé sexuellement, c'était honteux? Et quand vous regardez la société dans laquelle on vit, eh bien on nous projette cette honte. On va dire « Ah, elle a été agressée, qu'est-ce qu'elle portait ?» Comme si elle devrait se juger elle-même de s'habiller d'une certaine façon. Alors que, petite parenthèse, la plupart des agressions se font dans le cadre de la famille avec des personnes qu'on connaît. Donc bon. Ou bien on va projeter le fait je suis sale parce que j'ai été agressée. Qui m'a fait croire que ça voulait dire que j'étais sale? Et donc du coup, la première chose, c'est se demander. Et quand je dis qui, c'est un qui très très vaste. C'est pas forcément une personne, mais c'est la projection qu'on vous fait. Et ce que j'aime bien faire comme exercice avec la honte, c'est vous imaginer un village où en fait vous seriez traité différemment. Ou si vous avez été agressé, vous n'avez aucune honte à l'être, mais au contraire, on va prendre soin de vous, on va s'occuper de vous, on va reconnaître que c'est votre limite qui a été dépassée, que vous n'avez absolument rien fait de mal, que ce n'est pas ok, que vous pourriez vous balader à poil dans la rue et ce serait pas ok que votre limite ait été dépassée. Et donc ça, c'est ce que j'aime bien projeter quand on parle de la honte, c'est imagine que tu étais dans un environnement, dans un village, avec un groupe de personnes qui, en apprenant que tu as été agressé sexuellement, prenaient en fait soin de toi et te chouchoutaient et faisaient tout pour que tu ailles mieux. Alors là, il n'y aurait plus la honte, puisque personne ne te la projeterait. Ça, c'est la première chose, et te dire, tu n'as rien fait de mal. Il n'y a aucune circonstance dans laquelle le fait que ta limite ait été dépassée soit ta faute. Elle a été dépassée, c'est un fait. Ton corps l'a ressenti comme tel. Il n'y a aucune... C'est un fait. Tu as été agressé, il y a eu de la violence, c'est un fait. Et il n'y a aucune honte à avoir parce que tu n'as absolument rien fait de mal et ça ne veut rien dire sur qui tu es. C'est la première chose. Et la culpabilité, ça vient de la même source, de se dire j'aurais pu faire les choses différemment, j'aurais pu agir différemment, pourquoi je ne savais pas. Mais aucun d'entre nous n'est préparé à agir d'une certaine façon quand on est agressé, quand on est face à la violence. C'est une chose à... Enfin, faut vraiment le reconnaître. Aucun d'entre nous... C'est pas normal, en fait. C'est pas un phénomène de vie normal que d'avoir nos limites dépassées et que d'être agressé. Au contraire, c'est complètement anormal. Ce qui serait normal, c'est un respect total de nos limites, de notre consentement et de nos besoins. Ce serait la communication. Mais si vous voyez les personnes qui agressent, et en général, à 95% du temps, ce sont des hommes, s'ils voulaient respecter vos limites, ils les auraient respectées, ils auraient posé la question, ils auraient demandé, ils auraient été clairs. Et donc, ce n'est ni votre faute, ni votre culpabilité. Par contre, c'est leur faute. C'est la faute de la personne qui vous a fait du mal. Et c'est une vraie faute. C'est une vraie faute qui est punie par la loi. Ils sont coupables pour de vrai parce qu'ils ont fait quelque chose de mal. Et encore une fois, qu'est-ce qui fait qu'on retourne la notion de la culpabilité sur la victime ? C'est parce que c'est comme ça que la société fonctionne. On est dans une société patriarcale, sexiste, qui va toujours donner plus d'importance à protéger les hommes cis qu'à protéger les personnes victimes de violences, qu'elles soient des hommes ou des femmes. Parce qu'en fait, 95% des personnes qui agressent, ce sont des hommes, et les victimes peuvent être des hommes, des femmes, des enfants. Voilà, mais c'est souvent des femmes. Et malheureusement des enfants. Et donc, tout ce travail de redonner sa responsabilité et sa culpabilité à la personne qui nous a fait du mal est très important. Ce qui se passe aussi, c'est que parfois on a du mal à reconnaître qu'on nous a fait quelque chose. C'est pas facile de se dire, en fait, quelqu'un m'a fait du mal. C'est pas facile de se dire, je suis la victime dans cette situation. Et le mot victime, souvent il est mal vu, surtout en français on l'utilise un petit peu péjorativement, mais dans le cadre d'une agression sexuelle, vous êtes la victime. Vous êtes la personne à qui on a fait du mal. Vous êtes la personne qui avait souffert. Il n'y a aucune honte ou culpabilité à être la victime parce que c'est la personne en face
qui devrait se sentir coupable. Et clairement, elle devrait avoir honte. Mais c'est la personne en face qui devrait se sentir coupable. C'est son acte qui est honteux, ce n'est pas le vôtre. Là, je dis les choses, mais souvent, ce qu'on va faire quand on traite la honte et la culpabilité, c'est qu'on va regarder dans le corps quelle est l'émotion qui est en dessous. Donc là, j'ai honte, je me sens coupable, ça n'aurait pas dû arriver, c'est un petit peu ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a en dessous ? Qu'est-ce que je me dis en dessous ? Où est-ce que je ressens cette honte dans mon corps ? Est-ce que peut-être ma gorge se serre et je me dis je ne peux plus prendre ma place ? Est-ce que mon ventre se serre ? Je ne me sens plus en sécurité. Est-ce que c'est par rapport à ma famille ? Je suis différente à leurs yeux. Et en fait, c'est intéressant comme travail à faire dans le corps, de descendre en dessous de la honte et de la culpabilité qui nous sont projetés parce que c'est clairement ni notre faute, ni notre responsabilité, on nous a fait du mal. Et descendre en se disant, ok, qu'est-ce qu'il y a en dessous ? Par exemple, moi, je sais que j'ai ressenti de la culpabilité d'avoir été dans une relation qui était toxique, voire émotionnellement abusive, en me disant, mais comment j'ai pu laisser ça arriver ? Écoute, c'est pas la question. La question, c'est que quelqu'un t'a fait du mal. Tu n'as pas laissé ça arriver, ça t'est arrivé. Et donc, le fait de reconnaître que j'étais une victime dans cette situation, c'était dur parce que je suis une femme forte. Je ne suis pas une victime. Je ne suis pas quelqu'un à qui ça arrive. Et en fait, si je reconnais que oui, dans ce cas-là, on m'a fait du mal. Et c'est pas ok. Voilà, donc j'espère que ça te donne une piste de réflexion. Mais souvent, on va descendre dans le corps, en dessous de la honte et la culpabilité, et sentir, sous cette honte, sous cette culpabilité, qu'est-ce qu'il y a ? Quelle est l'émotion que j'ai envie d'exprimer ? Qu'est-ce qui veut ressortir ? Parfois, on a juste envie d'être compris, entendu, et recevoir de la compassion par rapport à ce qui nous est arrivé. Parfois, ça suffit que quelqu'un nous dise « c'est pas ta faute, c'est pas ok, c'est même très grave, et tu as besoin d'être chouchouté ». Parfois, c'est ce dont on a besoin. Autre question, comment trouver un partenaire safe, donc un partenaire qui est sécurisant pour nous. J'en parlais au début, c'est important d'avoir une personne qui est sécurisante pour nous. Alors, trouver un partenaire, je sais pas, je laisse la vie se charger de trouver pour vous, mais par contre, vous pouvez repérer si quelqu'un est safe ou pas. Et vous pouvez le repérer dès la première rencontre. Et là, je vais vous donner des pistes. Donc peut-être vous rencontrez quelqu'un, peut-être c'est sur les réseaux, peut-être c'est dans la vie réelle. Voilà, les rencontres, c'est assez magique. Vous avez posé l'intention de rencontrer quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un. Ce que vous allez devoir vérifier, et je suis très radicale sur ça. Moi, je suis quelqu'un, si vous m'écoutez, si vous êtes parmi mes clients, si vous regardez mes lives, moi, j'ai pas le temps avec les trucs qui sont pas comme il faut, ok ? Il n'y a pas de négociation sur ce qui est bon pour nous et sur nos limites. C'est soit c'est bon, soit c'est pas bon, surtout au début. Après, on peut négocier un peu, mais au début, on est assez radical sur ce qui rentre et ce qui ne rentre pas. Et voici ce que vous pouvez regarder. Vous rencontrez une personne pour la première fois. Première chose à vérifier, si elle respecte votre consentement dans les choses basiques de la vie. Par exemple, vous êtes en train de prendre un verre. Vous dites « je veux pas boire d'alcool ». Est-ce qu'elle dit « ok » ou est-ce qu'elle dit « mais pourquoi tu bois pas d'alcool ?» Et pourquoi tu questionnes ce que je veux ? C'est pas normal. Ou bien elle peut le demander avec curiosité. Vous prenez votre boisson. Ah tiens, je me demande pourquoi tu bois pas d'alcool. Ok, c'est différent, c'est un ton différent. Si la personne vous pousse dans une direction où vous ne voulez pas aller dès le début, vous savez que c'est quelqu'un qui va pas pouvoir respecter votre consentement plus tard. Et donc, il faut vous sentir safe dès la première minute. Aussi simple que ça. Peut-être pas la première minute, on ne se connaît pas encore, mais la première demi-heure, vous saurez. Est-ce que cette personne respecte ce que je veux ? Est-ce qu'elle respecte mon nom ? Vous pouvez écouter mon épisode où je parlais de la zone grise, où j'avais rendez-vous avec cet homme, et le rendez-vous était vraiment pas super. Et me suis retrouvée chez lui, j'étais à deux doigts de subir une agression, et franchement, je me suis sentie très honteuse et coupable parce que j'avais l'impression de m'être mise dedans. Sauf qu'en fait, tout le long, il n'a pas respecté mon consentement. Par exemple, il m'a pas dit « est-ce que ça te dit de venir chez moi ?» Il m'a dit « viens chez moi, je vais te faire un smoothie ». C'était très dur pour moi de dire non, et donc du coup j'ai dit « ah, ok ». C'était pas un vrai oui. Il aurait pu vérifier que c'était un vrai oui ou me donner l'espace de dire non. C'est pas du tout obligé, tu peux refuser.
Et pour moi, c'est ça, c'est la première chose que vous allez repérer, c'est si la personne vous donne l'espace de dire oui et l'espace de dire non. Est-ce que vos désirs peuvent être exprimés? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui choisit ce que vous mangez au resto à votre place? Il y a des gens qui trouvent ça sexy, moi j'aime pas trop. Surtout au premier rendez-vous, tu sais même pas ce que je mange. T'imagines, tu me prends un steak alors que je suis végétarienne. Est-ce que cette personne, elle me laisse choisir à ma place? Est-ce que quand je lui dis ça m'intéresse pas, elle l'a bien pris? Ça, c'est la première chose. Est-ce qu'elle respecte mon oui? Est-ce qu'elle respecte mon non dans les choses simples, basiques? Deuxième chose, est-ce qu'elle est curieuse? Une personne sera safe si elle est curieuse de vous, si elle veut vous comprendre, plutôt que de vous juger, d'avoir une opinion sur vous, de se dire « Ah, cette personne est comme ci et comme ça », elle est curieuse. « Ah tiens, c'est intéressant, pourquoi tu penses comme ça? Ah, je me demande, depuis combien de temps tu es végétarienne? Ah, c'est intéressant, ok, moi je suis pas du tout végétarien, mais je trouve ça, voilà, c'est une bonne idée, nana. » Plutôt que de projeter des choses toutes faites. Non mais être végétarien ça sert à rien. Je prends l'exemple du végétarianisme parce que ça revient des fois dans ma vie. Être végétarien ça sert à rien. Ou bien, mais comment tu fais pour te passer de viande? Bah je sais pas, ça fait 5 ans et ça va, je suis pas morte. Voilà, et donc en fait ça c'est la deuxième chose, c'est que cette personne soit curieuse. Et la troisième chose pour vérifier que quelqu'un est safe, c'est votre corps. Votre corps ne mentira pas. Même si les mots sont mielleux, même si le regard est enjoué, même si c'est la meilleure soirée de votre vie, votre corps ne va pas mentir et il saura si vous êtes en sécurité ou pas. Et donc du coup, vérifiez régulièrement avec votre corps, est-ce que je suis détendue? Est-ce que je serre la mâchoire? Est-ce que je serre un peu les mains? Est-ce que je respire librement? Parce que parfois on peut être un peu tétanisé et on ne se rend pas compte. Et donc vous pouvez faire des petits checks comme ça. Par exemple, moi je vérifie souvent si ma mâchoire est serrée. Parce qu'il y a des fois où je suis dans une conversation et je sens que je ne suis pas entendue et ma mâchoire se serre. Ou bien je suis en train de travailler et je sens que j'ai dépassé ma limite de ce qui est confortable pour moi et ma mâchoire se serre. Donc vérifiez si votre corps est détendu ou s'il est tendu. Il y a plein de petites façons comme ça, mais c'est vraiment ce qui va compter. Après, où rencontrer quelqu'un de safe? Franchement, c'est partout. J'imagine que ça existe partout. Il y en a, même si les applis, c'est pas forcément l'endroit le plus recommandé, il y en a sur les applis, j'en ai trouvé. Il y en a dans la vraie vie. Mais ce qui va être intéressant, c'est dès la première interaction, sentir si vous vous sentez en sécurité ou pas. Et voilà, et après, de toute façon, ça va se développer avec le temps et vous allez continuer à vérifier. Est-ce que c'est un oui pour moi? Est-ce que c'est un non pour moi? Est-ce que c'est safe? Est-ce que c'est pas safe? Ayez bien une liste de vos red flags et de vos green flags. Donc red flags, c'est ce qui est non, c'est rédhibitoire. Par exemple, je reçois une pléthore de personnes qui m'écrivent « Je suis amoureuse de quelqu'un qui est déjà en couple. » Je dis juste « Red flag, passez à autre chose. » Franchement, ça prend la tête. Vous pouvez passer à autre chose, c'est un red flag. Ou bien, voilà, des petits détails. Par exemple, il y a un truc très important pour vous et la personne est contre ça. Mais mettez votre liste de red flags à jour parce que vous vous sentirez en sécurité avec quelqu'un qui ne les a pas. Parce que vous saurez que vous n'êtes pas en train de négocier qui vous êtes. Et mettrez votre liste de green flags à jour. Green flags, c'est les drapeaux verts, ce qui est positif pour vous. Et ça peut être la personne traite très bien le serveur, la serveuse, elle sourit, elle rigole, elle fait des petites blagues, je me sens écoutée, ça peut être vos green flags. Et je pense que ça aussi, ça peut poser un bon cadre de est-ce que je me sens en sécurité. Donc voilà, j'ai pas vraiment répondu à la question sur comment on les rencontre parce que je pense que chaque personne rencontre les gens différemment. Mais en tout cas, vérifiez dès le début que vous vous sentez en sécurité et que votre corps est détendu avec cette personne. Autre question. La dissociation après un trauma. Comment reconnecter au corps? Comment savoir si c'est le corps qui dit vraiment non ou si c'est les peurs qui remontent à la surface? Alors, c'est ok si ce sont les peurs qui disent non. Si vous avez peur et que c'est non, c'est ok. Je veux dire, votre corps, il a peur pour une raison. Surtout si vous avez connu un dépassement de limite. Il est pas fou, hein. Il va pas juste se dire « Oh, youplala, tout va bien dans la vie. » Non, votre corps, il sait ce qui s'est passé. Hein. Il est pas... voilà, il sait très bien ce qui s'est passé et il a peur pour vous signaler que, attention, la dernière fois que ce truc est arrivé, on n'a pas aimé ça. C'était assez horrible, donc on va pas refaire. Et donc, par moment, c'est normal que vous ressentiez de la peur à être avec un nouveau partenaire ou à être avec un partenaire tout court, que vous sentiez de la peur même à toucher votre corps. Et donc,
pour reconnecter au corps, pour se reconnecter au corps et savoir si son oui c'est un vrai oui, si son non c'est un vrai non, c'est faire exactement ce que j'ai dit au début, réparation de limites et peu à peu ramener du plaisir. En fait, ce qu'on a envie, l'état où on a envie d'arriver, c'est un espèce d'état d'homéostasie où notre corps est détendu, relaxé face à l'intimité, où ce n'est plus un trigger. Parce que bien sûr que la sexualité c'est un déclencheur quand on a eu des agressions sexuelles, évidemment. Je veux dire, ça s'est passé dans le même domaine. Et donc, c'est comme ça que je le ferai. Pour que votre corps soit en adéquation avec ce que vous pensez et ressentez, il faut lui redonner confiance. Et donc, vous faites le travail de réparation de limites et peu à peu, vous ramenez du plaisir. Et ça devrait le faire. Ça prend un petit peu de temps parfois, mais ça peut le faire. Une chose que je peux préciser, c'est que par exemple, le consentement au millimètre, vous pouvez le faire avec vous-même. Si vous vous donnez du plaisir, ou même du plaisir sensuel, vous pouvez vous-même vous poser la question: est-ce que j'ai envie de me toucher le visage? Oui, non. Est-ce que j'ai envie de me caresser la nuque? Oui, non. Est-ce que j'ai envie de mettre mes mains sur la poitrine? Oui, non. Est-ce que j'ai envie de me toucher les cuisses? Oui, non. Est-ce que j'ai envie de me caresser le clitoris? Oui, non. Et vous sentirez le oui et le non. Et vous allez au fur et à mesure tester. Et comme je disais, si ça c'est un petit peu trop, vous le faites dans la vie de tous les jours. Vous choisissez votre boisson, votre glace, les plats au resto ou dans le supermarché, en étant bien conscient de ce qui est oui et ce qui est non. Et sincèrement, c'est comme si ça le remettait au diapason. C'est comme si vous réaccordiez votre piano, parce que ça a été chamboulé en fait. Ses limites ont été... Enfin, votre corps a dit non et ses limites ont été dépassées. Et donc il se dit attends, je sais plus ce qu'on fait là. Et donc doucement réparer les limites, ça va aider à ça. Autre question, j'ai eu un harcèlement sexuel à 8 ans et cela me bloque pour faire une anesthésie générale aujourd'hui. Comment se libérer du trauma et de culpabiliser? Déjà, je suis tellement désolée que tu aies vécu ça si jeune, si tôt, à 8 ans, c'est hyper jeune et je comprends que ça puisse bloquer. Je vais répondre à la deuxième question comme elle recoupe une chose que j'ai dit avant. Comment se libérer du trauma et déculpabiliser? En fait, déculpabiliser, j'en ai déjà parlé. C'est un peu vraiment reconnaître que c'est quelqu'un qui t'a fait ça. À 8 ans, quelqu'un t'a fait ça. Ce n'est pas ta faute, c'est sa faute. Et c'est vraiment remettre les culpabilités. On a du mal à dire que c'est la faute des agresseurs, mais c'est leur faute. C'est eux qui ont fait une connerie. C'est pas ta faute, c'est leur faute. C'est eux les méchants, ok? Et parfois, c'est ok de reconnaître que cette personne est rentrée dans ton territoire et tu n'en voulais pas, et c'est oust, quoi. Ça, pour moi, déculpabiliser, on en a un peu parlé, mais c'est vraiment reconnaître que c'est cette personne qui t'a fait quelque chose et que ce n'était pas ta faute. Ça peut prendre du temps à intégrer, mais c'est le chemin. Ensuite, se libérer d'un trauma, c'est plus ou moins long. Et tiens, je vais en profiter pour expliquer ce que c'est un trauma. Je suis un peu loin dans l'épisode, j'aurais pu dire ça au début. Mais bon, je vous félicite d'avoir écouté jusque-là. Donc, un trauma, c'est quoi? Il y a plusieurs définitions au trauma, mais ma préférée, c'est une peur de mourir emmagasinée dans le corps. Et je dis bien une peur de mourir. C'est pas juste une peur. C'est votre corps qui s'est dit « Oh my God, c'est le dernier jour de ma vie, je vais mourir ». C'est ça qui crée un trauma. Et ça veut dire qu'un trauma peut être créé par n'importe quel événement à partir du moment où votre corps l'a interprété comme une menace à sa vie, à son intégrité. Clairement, une agression sexuelle ou un viol va créer un trauma parce qu'on se dit, pas dans tous les cas, dans certains cas, mais dans la plupart des cas, va créer un trauma parce qu'on se dit, mais mon Dieu, si on peut me faire ça, il peut m'arriver n'importe quoi. Comme la limite a été dépassée dans quelque chose de si profond, si intime de ma vie, waouh, je ferme tous les verrous, qu'est-ce qui peut m'arriver? Et donc, c'est ça qui va créer du trauma. Maintenant, comment on libère le trauma? On libère le trauma en apaisant essentiellement le système nerveux et en le faisant reconnaître que, oui, alors en fait c'est complexe, je veux dire, je simplifie, mais dans notre cas de réparation de limites, par exemple, c'est apprendre doucement que je suis en sécurité. Je suis en sécurité, je ne vais pas mourir, ça va aller. Et dans beaucoup de cas, on va faire ce qu'on dit compléter le cycle du stress. Compléter le cycle du stress, ça veut dire quoi? Le cycle du stress, c'est comme si ça signifiait aller au bout d'une émotion. Quand on a un choc ou une expérience traumatique, on a 4 réactions principales.
la fuite, le fight, le fait de se battre, la tétanie, le freeze, et le fawn, qui est l'apaisement. L'apaisement, c'est qu'on va dire des choses pour que les choses ne soient pas plus graves. Et en fait, ce qui va souvent arriver quand on est dans une situation violente, c'est que notre cycle du stress